le Nouvel An, le président de Gaulle a reçu par la voix du nonce pontifical les vœux du corps diplomatique. Échange de souhaits officiels qui se fondaient dans l'écho des paroles que, préludant aux tâches et aux difficultés de la nouvelle année, le chef de l'État adressait aux Français. Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie, afin que les populations puissent décider librement de leur destin et pour que naisse l'Algérie algérienne. Françaises, Français, je vous le demande, donnez au projet qui vous est soumis une approbation immense, car s'il devait arriver par malheur que la réponse du pays fût ou négative ou indécise en raison d'une faible majorité ou marquée par beaucoup d'abstention, quelles conséquences résulteraient de cette impuissance et de cette division? Et à moi-même, vous le savez bien, quel coup serait ainsi porté, m'empêchant de poursuivre ma tâche. Françaises, Français, aujourd'hui, tous ensemble, nous offrons nos vœux à la France. Le 8 janvier, nous lui offrirons le oui franc et massif de notre espoir et de notre foi. Cette plaque dévoilée à l'ancienne entrée de leur collège, combien d'élèves la côtoieront-ils sans y porter attention? Pourtant, elle rappelle que dans l'ombre du tout jeune Panthéon, Sainte-Barbe vient d'avoir 500 ans, un demi-millénaire. C'est dire que quelques générations ont précédé ici les fringants barbistes de 1961. L'acte de fondation date en effet de 1460. Cette année-là, le plus vieux collège de Paris ouvrait ses portes sur la montagne Sainte-Geneviève, alors que la rue Cujas s'appelait encore la rue aux Chiens. Le temps passa, mais la tour où habita Calvin existe toujours. Le décor passa du 18e au 19e sans trop de transformation et ils connurent ses cours, ce réfectoire, ce dortoir, certains élèves devenus célèbres comme Charles Péguy qui fut poète et Jérôme Tarot qui fut académicien. Y connurent-ils Jaurès, bon élève aux bulletins élogieux, et Paul Deschanel, cancre sans espoir que sa lettre de renvoi n'empêcha pas de devenir président de la République. L'histoire a passé. 500 ans se sont donc inscrits au livre de comptes que le collège conserve. Les révolutions de 1830 puis de 48 ne furent marquées que par des consignes et des punitions. En 1961, les barbistes peuvent rêver à la gloire de certains de leurs anciens aussi différents qu'Ignace de Loyola, Jean Calvin, Saint François Xavier, les frères Montgolfier, Gustave Eiffel. Et l'on peut imaginer que parmi ces jeunes visages, il y aura peut-être un créateur d'ordre, un hérésiarque, un inventeur, un constructeur de génie, et quoi encore. Plus de trains, des gares désertes, plus de postes, les sacs postaux en attente. Plus de boueux, les ordures envahissant les rues. C'est le spectacle qu'offre toute la Belgique en ce début d'année. Tout au plus à Bruxelles, une fraction de postiers a-t-elle tenté de continuer le travail sous la protection de la force publique. De grands meetings ont acclamé la grève générale dirigée contre le gouvernement Eskens, promoteur de mesures d'austérité connues sous le nom de loi unique, dont les grévistes ont fait loi inique. Anvers, comme toutes les grandes villes, a suivi Bruxelles. Des manifestations s'y sont déroulées qui disaient en flamand ce que les autres disaient en français. Et les jours passant, la grève a pris pied partout. Les manifestations se sont aggravées. On a vu dans les rues de la capitale 10 000 manifestants défiler derrière leurs slogans combatifs et transformer parfois leur marche en désordre. La 11e journée de cette grève illimitée, la première depuis 10 ans, a même vu le sang couler. Des blessés, un mort. Et pour le reste, les vestiges habituels des émeutes. Comment se résoudra la crise dont la grève n'est que le décor fiévreux? Toute l'économie belge est stoppée, mines désertes, ports vides. Les grévistes tiendront-ils? Le gouvernement cédera-t-il? Le roi, de retour, ramènera-t-il le calme? On attend.
C'est une fin d'année dramatique qu'a connue l'équipage du pétrolier américain Pine Ridge, coupé en deux par la tempête dans l'Atlantique au large du cap Hatteras. Alors que l'avant avait coulé, 29 hommes avaient trouvé refuge sur la partie arrière restée à flot. Les hélicoptères du porte-avions Valley Forge ont pu les évacuer, à l'exception du chef mécanicien qui tint à rester à bord, l'ultime gardien de l'épave, et qui devait rentrer avec elle à bon port. Pour eux, c'était au drame une fin heureuse. Mais 7 hommes manquaient, les officiers restaient sur l'avant, perdus corps et biens. Au bord de l'Ubangi, le plus important affluent du Congo, Bangui a terminé l'année 1960 dans un calme qui n'excluait pas la liesse. Le chef de l'État, M. David Dacko, qui avait à ses côtés M. Louis Jacquinot, ministre d'État français, a présidé diverses cérémonies. La nouvelle République centrafricaine célébrait en effet les fêtes de son indépendance, proclamée le 13 août. Depuis cette date, l'ancien Ubangi-Chari est en effet devenu un État souverain de 617 000 km², c'est-à-dire plus grand que la France, et qui compte 1 800 000 habitants. Bangui, la capitale qui a vu se dérouler une semaine de réjouissance, peut être considérée comme le symbole de l'avenir. Modeste poste voici 50 ans, c'est aujourd'hui une cité de près de 100 000 habitants. Une jeunesse qui promet. Voici Regan. Regan, autrement dit une ville, ou plutôt un centre ultramoderne, construit au cœur du désert à 1500 km au sud d'Oran, aux portes du Tanesrouft, et qui trouve sa justification dans la série d'expériences nucléaires dont la 3e vient d'avoir lieu. Un nombre respectable de kilomètres sépare Regan du lieu de l'explosion. Là, depuis plusieurs jours, l'engin était prêt au sommet de sa tour, dans l'attente des vents favorables. Alentour, chaque arme avait disposé du matériel témoin. Le génie, ses ponts, la cavalerie, ses chars et leurs servants fictifs, l'armée de l'air, ses avions, les uns protégés par un mur de béton, les autres sans protection, et même une fusée. L'infanterie, elle, avait disposé des mannequins bien alignés comme il se doit, ou dans la position du tireur couché. Des cages étaient réservées à des animaux cobayes. Il est maintenant 7h30, le général Thierry actionne un bouton. Et dans la nuit, seul l'œil de la caméra a pu fixer en face l'éclair éblouissant de la 3e bombe française. Il s'agissait cette fois d'un engin de faible puissance. Quelques kilotonnes précisent le communiqué des armées. Un nouveau pas vers la miniaturisation de la bombe A, prélude nécessaire à la bombe H. Premiers autorisés à s'approcher de la zone interdite, les hélicoptères porteurs de compteurs GGR et chargés de vérifier le danger de radioactivité. Après eux, les équipes d'observation pouvaient à leur tour reprendre le chemin du point d'explosion. Les divers témoins placés autour du point zéro et dont on a vu l'étalage avaient en effet des renseignements à fournir sur les effets immédiats des radiations et sur leur persistance. Les animaux, quant à eux, étaient attendus au Bourget. Lapins, tortues, cobayes et rats. Maintenant, on va étudier les effets de la bombe numéro 3 et Regan rentrait pour un temps dans le silence.